Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence pour voilà, ce moment qui est pour nous singulier et important parce qu'il concrétise finalement des discussions qui ont lieu à l'Assemblée nationale depuis plusieurs mois. Vous avez pu le voir, il y a eu un foisonnement d'initiatives liées à la question de la régulation de l'influence à l'Assemblée nationale, mais aussi en ce moment le ministère de l'économie et des finances mène une série de consultations pour essayer d'avancer sur ceci. Et donc la première des lois parmi celles qui a été déposée, donc je vous rappelle, dans leur ordre de dépôt, il y a eu la loi déposée par Aurélien Taché, celle par Nadège Abo-Mangoli et François Picmal, et puis donc la troisième ayant été la mienne. Ce sera la première qui sera discutée à partir donc de mercredi prochain dans le cadre de la niche socialiste. Donc la loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. J'en parlerai sur le détail plus tard, mais donc cette loi finalement inaugure voilà, la saison parlementaire, une saison qui sera marquée donc par ce sujet de la régulation de l'influence. Et donc ça a suscité aussi cet examen un certain nombre d'échanges et de discussions. Et donc je laisse Stéphane présenter aussi ce qui a fait qu'on s'est mis à se parler. Voilà, écoutez, merci Arthur pour l'introduction. Effectivement, donc beaucoup d'initiatives parlementaires, beaucoup de parlementaires qui se sont saisis d'un problème qui est vraiment entré dans le débat public, à savoir les dérives des influenceurs et les arnaques. Moi-même, j'avais été saisi sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, à l'été dernier, par des victimes, des représentants de victimes qui voulaient m'alerter, en tant notamment que député de la majorité et donc avec un accès privilégié supposément au gouvernement. À partir de là, comme M. Delaporte et comme d'autres, je me suis saisi du sujet. On a commencé à travailler en parallèle, à avancer, à auditionner les victimes, les experts juridiques, les experts du secteur. Et puis, j'ai également eu l'opportunité de parler avec Bercy, d'avancer avec Bercy aussi, de travailler en commun sur certains aspects techniques, en tout cas de bénéficier d'échanges avec Bercy. Et on est arrivé à un moment où, afin d'accélérer le mouvement et de nous assurer d'avoir un texte de loi qui puisse être présenté à l'Assemblée nationale et à nos collègues le plus rapidement possible, et qui puisse également permettre à Bercy, d'une certaine manière, d'incorporer les résultats des conclusions de la consultation publique, notamment et des tables rondes qui ont été annoncées par Bruno Le Maire, eh bien, j'ai décidé moi aussi, de déposer un texte, une proposition de loi qui allait être étudiée à la demande de mon groupe parlementaire, donc de Renaissance, fin mars, sur la deuxième semaine de l'Assemblée, à partir du 27 mars. Et je suis arrivé à la conclusion assez rapidement qu'il était absurde que nous soyons plusieurs groupes à présenter plusieurs textes concurrents, on peut le dire comme ça, et que, étant donné le caractère apolitique du sujet que nous traitons, nous aurions tout autant intérêt à travailler ensemble sur la base d'un texte commun. Et c'est pour cela que j'en ai fait la proposition à mon collègue Arthur Delaporte. Et je le remercie de l'avoir accepté. Et il va peut-être pouvoir nous expliquer dans quelle mesure, effectivement, ça va se traduire concrètement, d'abord sur l'examen de son texte, puis ensuite sur l'examen de notre texte commun à la fin du mois de mars. Puisque donc Stéphane Vogetta vient de vous le dire, nous avons fait le choix de déposer un texte commun, co-signé par tous les deux, donc la proposition de loi Delaporte-Vogetta, qui sera la proposition qui sera examinée donc la semaine du 27 mars par l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi, finalement, c'est la fusion de nos deux textes. Elle contient les dispositions que j'avais avancées et puis celles que Stéphane Vogetta avait également proposées, étant entendu qu'il s'agit finalement d'une base commune de discussion qui est ouverte finalement très largement à modifications, à amendements, notamment par les collègues qui eux-mêmes avaient fait des propositions législatives, puisque voilà, il y a toujours cette phase de foisonnement. Maintenant, il faut faire converger toutes ces initiatives, et donc le gouvernement s'est engagé à apporter donc à nos travaux sa pierre en prenant donc acte des conséquences des différentes consultations et aussi en engageant donc la procédure accélérée pour permettre finalement l'adoption de ce texte
dans les plus brefs délais, avec un examen qui sera plus rapide grâce à cette procédure. Donc voilà, moi je salue en tout cas la volonté sur ce texte qui n'enlève en rien l'ensemble des divergences d'opinion, de position ou idéologiques et qui peuvent opposer des députés de la majorité et de l'opposition. Mais je salue en tout cas sur ce texte la volonté d'avancer ensemble parce qu'il s'agit de l'intérêt général, il s'agit d'agir de façon urgente puisque vous l'avez observé aussi, les polémiques sont nombreuses, mais les dérives aussi, et elles nécessitent donc un cadre clair à la fois pour la justice, pour les influenceurs eux-mêmes, et puis aussi pour les consommateurs. Donc voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit que nous travaillons avec Stéphane Vojetta maintenant depuis 2 semaines, et que nous entendons continuer à travailler de manière plus large avec l'ensemble des collègues qui ont envie de s'impliquer sur tous les bancs républicains de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Sur la compatibilité entre l'examen de la loi donc la semaine prochaine et notre texte commun. Il faut considérer l'examen donc de la loi que j'ai déposée comme, puisqu'elle est contenue finalement, elle est imbriquée, c'est un peu les poupées russes, dans la 2e loi qui sera examinée en septembre, comme en mars. C'est comme la première étape de la discussion. C'est un moyen à la fois de gagner du temps parlementaire, de commencer à discuter avec l'ensemble des collègues sur leurs idées, d'affiner les propositions de rédaction sur cet article 1er, et nous réinjecterons finalement les travaux de la commission par voie d'amendement dans notre texte commun pour gagner du temps et puis avoir cette focale spécifique, utiliser le temps parlementaire qui nous est offert par la niche socialiste aussi pour lancer les travaux dès maintenant, gagner du temps sur les travaux de mars dans cette perspective d'efficacité et de collégialité, et puis aussi pour respecter, et je salue aussi les collègues de mon groupe, le groupe socialiste, qui m'ont fait confiance pour inscrire ce texte dans la niche socialiste, pour respecter aussi le travail du groupe socialiste et l'intention d'en faire une priorité politique. Nous avons donc cet examen dans le cadre de la niche. Donc je ne sais pas si le calendrier et la procédure est claire. Nous pourrons évidemment y revenir. Ce qu'on vous propose là, c'est de détailler peut-être un petit peu le dispositif. Je vais juste ajouter un élément qui est le rôle que pourra jouer le gouvernement et Bercy en particulier, le cabinet de Bruno Le Maire, qui, comme vous le savez, est très impliqué et s'est impliqué sur ce sujet. Lui aussi est conscient des problématiques que génèrent les dérives de certains influenceurs sur les réseaux sociaux. À partir de là, nous sommes mis d'accord, monsieur le député et moi, sous l'égide notamment de Bercy, qui nous a encouragés, même si c'est notre initiative propre, à faire un travail commun et transpartisan. C'est quelque chose effectivement assez rare, assez exceptionnel. Je pense pas, moi en tout cas, je n'ai pas souvenir d'un exercice de ce genre, en tout cas, où à l'époque je faisais autre chose et j'ai pas fait très attention. Mais en tout cas, on va travailler ensemble sous le calendrier indiqué avec peut-être des difficultés additionnelles de devoir travailler sur 2 textes différents, dont un qui s'imbrique dans l'autre. Mais on va le faire, en tout cas, je pense, avec la meilleure volonté possible, de la bonne volonté, de la bonne foi. Effectivement, comme l'a dit Arthur, le fait qu'on puisse travailler ensemble, qu'un député de la majorité, qu'un député de l'opposition, entre guillemets, puisse travailler ensemble, ne préjuge en rien du fait qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur d'autres sujets. Par contre, on va vraiment faire un effort sur le fait que quand on travaillera sur ce sujet, on ne parlera pas des autres. On ne va pas essayer de nous faire dériver ou aller parler de ceci, de cela. On va vraiment se concentrer sur le sujet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur vraiment à tous ceux qui nous ont interpellés. Et à partir de là, je pense qu'on est ouvert à vos questions, en particulier à rentrer un peu plus dans le détail du texte qui va être déposé. Et peut-être qu'on peut faire une pause à ce stade si vous avez des questions sur la procédure ou l'initiative, et puis après on parlera du fond du texte. Bonjour, Jérémy Larotte du Monde. Sur les textes de Taché et Pigmal, est-ce qu'il y a une discussion avec eux pour intégrer leurs dispositions sur le texte, ou non, c'est complètement en part Pour tout vous dire, avant d'accepter la proposition d'ouverture qui avait été faite par Stéphane Vojetta, j'ai évidemment eu des discussions avec les partenaires privilégiés du groupe socialiste, que sont les députés écologistes et insoumis, en leur notifiant cette fenêtre d'opportunité politique pour construire et faire entrer en vigueur finalement un cadre législatif que nous souhaitons tous. Et donc, pour l'instant, c'est plutôt
un accord de principe de leur part, et surtout une volonté de la nôtre de les intégrer le plus possible dans la démarche, d'avoir les échanges les plus constructifs possibles. Mais voilà, le calendrier législatif étant ce qu'il est, il fallait qu'on puisse déposer notre texte pour qu'il puisse être examiné fin mars cette semaine, et donc il sera bientôt en ligne. Il doit être accepté par la commission de recevabilité, mais il sera bientôt en ligne sur le site de l'Assemblée. Donc c'est une base de discussion, encore une fois, que nous entendons vraiment faire évoluer. Mais on va vous présenter cette base de discussion qui ne sera pas, encore une fois, forcément le texte final, puisque on est vraiment très ouvert à la discussion. D'ailleurs, il faut préciser que tous les députés sont invités à amender ce texte, comme sur toutes les autres propositions de loi ou projets de loi. À l'évidence, ceux qui ont déjà déposé des textes et qui ont des propositions complémentaires ou adjacentes pourront amender le texte de cette manière-là, mais d'autres députés, je l'ai déjà évoqué notamment avec d'autres groupes, par exemple les LR, qui sont bien évidemment invités également à participer à un exercice qui se veut vraiment transpartisan et ouvert pour permettre au plus grand nombre de s'approprier ce sujet et d'arriver à un travail collectif qui nous permette d'être efficace. Mais à ce stade, avant les enrichissements en commission, le texte que vous avez présenté, c'est votre article unique associé à... Le texte que j'allais publier en solitaire, mais qui est maintenant combiné avec le texte de M. Delaporte. On a choisi de faire au plus simple parce qu'on avait 2 jours pour déposer un texte. Donc Est-ce que vous pouvez expliquer les différences entre les deux? Non, c'était extrêmement complémentaire. C'était extrêmement complémentaire. Il y avait juste un tout petit point sur lequel nos textes se chevauchaient. On a réécrit légèrement, mais je vais te laisser, Arthur, si tu veux commencer à parler de ton article premier. S'il n'y a pas d'autres questions sur le processus. Donc, pendant votre niche, il y aura juste l'article premier qui sera discuté. Oui. L'article unique de donc cette proposition de loi, la proposition de Delaporte-Vallot, c'est l'article unique qui sera examiné. Alors on pourra toujours préciser, etc., mais on signalera aux collègues que l'idéal est de ne pas ouvrir tous les champs de l'influence et tous les débats sur tous les champs de l'influence dans ce cadre-là, mais de se concentrer vraiment sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire celui, je vais y revenir, mais en gros de la définition de ce qu'est un influenceur et des règles qu'il doit respecter. Par exemple, tout ce qui est définition de l'agence, définition du travail des plateformes, etc., mais Stéphane va y revenir, on le garde pour le texte plus large parce que le temps de la niche parlementaire est un temps restreint et donc il fallait aussi avoir un périmètre restreint. En fait, la volonté de garder cette discussion dans votre niche sur l'article premier est en fait pour vous juste une volonté politique d'inscrire votre nom dans ce débat. Il aurait peut-être été plus simple de laisser la discussion commune. Alors, il y a 2 éléments. Il y a évidemment un élément politique que je ne nie pas, parce que il s'agit de respecter aussi, et donc le travail qu'ont fait les groupes d'opposition et le fait que nous l'ayons inscrit à notre niche. Le calendrier, quand on a commencé à en discuter avec Stéphane Vogetta, était déjà lancé. On avait déjà l'ordre du texte, j'avais déjà été nommé rapporteur au niveau de la commission, j'avais déjà lancé mon programme d'audition. Donc c'était aussi un moyen de respecter les acteurs avec qui on avait discuté en disant, on travaille sur ce périmètre-là, on a besoin de vos avis sur ce périmètre-là. Et par ailleurs, ce que je redis, c'est on gagne du temps sur la discussion future puisqu'on réinjectera ces travaux dans nos travaux communs. On a déjà un administrateur qui est nommé sur ma proposition de loi, ce n'est pas encore le cas sur notre proposition de loi commune. Donc vous voyez, on a déjà finalement des moyens, grâce à cette proposition de loi, donnée, octroyée par l'Assemblée, et une capacité, une légitimité à aller voir les acteurs pour avoir formellement leur point de vue. Donc c'est aussi du temps et des moyens de gagner au-delà de la dimension politique que vous soulignez. Juste une dernière question dans le fond. Oui. Le temps en commission, c'est quand les débats en commission? La commission sur la première proposition de loi, c'est le mercredi prochain. Mercredi prochain en commission des affaires économiques. Et en séance le jeudi 9 février. Et sur le second texte, donc sur le texte consolidé, on passera en séance durant la semaine du 27 mars. Et donc le passage en commission sera sans doute une semaine avant, donc autour de la mi-mars. Donc c'est toujours sur cette question de procédure. Je sais pas, est-ce que vous avez proposé aux insoumis, de co-signer votre texte ou pas du tout? Non. Pour faire simple, il n'y a que 2 signataires de ce texte. On sera en tout état de cause les 2 co-rapporteurs. Et c'est vraiment on a fait au plus simple parce que si on élargissait derrière, il allait falloir. C'est une règle générale dans la vie. Il est plus simple de trouver un accord à 2 qu'à 4 ou à 5. Donc on commence à 2 et ensuite on ouvre complètement pour permettre à tous ceux qui veulent participer à cet effort collectif de participer sereinement d'une manière constructive. Le 9 février prochain, ce sera donc une
Alors, si vous souhaitez le formuler ainsi, moi j'aurais clairement préféré que la majorité accepte, sans alliance avec le Rassemblement national, de reporter la niche parlementaire, l'examen de la niche, après l'épisode des retraites, après le retrait de la réforme. Mais ça n'a pas été possible. Donc, le report, parce que la conférence des présidents, majoritairement tenue par la majorité et avec l'apport d'un seul groupe parlementaire, peut ainsi décider le maintien du calendrier initial. Ils ont justifié en votant. Voilà. Je n'étais pas à la conférence des présidents. Mais, moi non plus. Voilà. Donc, si vous l'étiez, vous étiez favorable au report de la niche PS également ? Pour être honnête, la question ne m'a pas été posée. Si elle m'a été posée, j'aurais dit que j'étais indifférent, enfin que ça concerne plus principalement le Parti socialiste. Ça c'est soumis aux règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale. J'ai appris la réponse hier soir. Ça ne change pas grand-chose fondamentalement. Ça enlève un peu de temps de débat sur la période de 15 jours qu'on aura sur le débat des retraites. pour le coup, Mais en même temps, la bulle de paix, elle a commencé déjà il y a quelques jours. Elle va s'étendre jusqu'au vote du texte, de notre texte. On va travailler ensemble de manière sereine sur ce texte. Et à partir de là, M. Delaporte dans l'hémicycle sur d'autres sujets et moi dans l'hémicycle en commission sur d'autres sujets, on aura nos chemins respectifs qui seront sans doute un peu différents, mais c'est pas grave. Voilà, l'idée c'est qu'on peut s'opposer frontalement sur certains sujets, et en l'occurrence, voilà, je ne serai pas un opposant en carton sur la réforme des retraites, mais on sait aussi, et je pense que c'est ce qu'attendent les Françaises et les Français, se mettre d'accord quand il s'agit d'intérêt général. Il n'y a pas d'opposition artificielle à entretenir, en tout cas sur ce sujet de nécessité et de salubrité publique. Oui, il y a une phrase de Bono que j'aime bien, ce grand penseur du XXe et XXIe siècle, qui dit que pour travailler ensemble, il n'y a pas besoin. Enfin, on peut être en désaccord sur presque tout, mais on peut arriver à travailler ensemble tant qu'on est d'accord sur la chose qui compte. Et là, la chose qui compte, c'est vraiment trouver une solution à un problème qui concerne bien sûr les réseaux sociaux, les influenceurs, mais qui est aussi un symptôme de la manière de laquelle les réseaux sociaux ont de façonner nos sociétés, notre jeunesse, nos modes de consommation. Donc, c'est un sujet suffisamment central et suffisamment apolitique pour qu'on puisse faire l'effort pendant quelques semaines de travailler ensemble et d'oublier un peu ce qui se passe en dehors de la bulle. En tout cas, moi je dirais qu'il est politique au sens noble, c'est-à-dire qu'il a trait à la vie de la cité, et que les batailles partisanes, en l'occurrence, n'ont pas forcément lieu d'être. Il y avait d'autres questions oui. Le gouvernement ayant déclenché la procédure accélérée, ça veut dire... Alors, il va le faire. Il s'est engagé à le faire. Voilà. Ça signifie qu'il soutient la transpartisane et que potentiellement il amendera le texte plutôt que de proposer son propre projet de loi. Tout à fait. Voilà. C'est ce texte qui servira de véhicule législatif commun à la régulation de l'influence par voie législative en France. Savoir. Donc le gouvernement, Bercy, est en train de procéder à ses travaux, à sa consultation publique, aux tables rondes de Bercy, auxquelles nous serons d'ailleurs invités à participer. Après le dépôt de notre texte commun, dont Bercy a connaissance, mais sur lequel il n'a pas eu la main, après le dépôt, ils auront le temps, entre le dépôt de notre texte et le débat en commission, puis dans l'hémicycle, éventuellement d'amender le texte s'ils estiment, à la suite des conclusions de leurs travaux, que certaines évolutions législatives, en plus des évolutions réglementaires, sont nécessaires. Donc s'ils voient des évolutions législatives nécessaires, ils pourront procéder en amendant notre texte et ça sera soumis à la volonté souveraine du Parlement. De toute façon, en définitive, c'est le législateur qui reste souverain et qui est libre d'accepter, de discuter, d'amender les amendements du gouvernement. Simplement, du coup, le 27 mars, c'est la date finale du texte et vous attendez un vote. La semaine du 27 mars, c'est la semaine de l'examen en première lecture de cette loi. Mais l'engagement de la procédure accélérée n'empêche pas la nécessité de respecter les procédures constitutionnelles classiques, c'est-à-dire d'aller au Sénat. Le Sénat peut décider de voter le texte de manière conforme, et dans ce cas-là, il entrerait immédiatement en application, ou de l'amender, auquel cas nous serions amenés à nous rencontrer, essayer de trouver une solution, ou réexaminer en lecture définitive le texte à l'Assemblée nationale. La semaine du 27 mars, prendre en compte les modifications éventuelles de Bercy Tout à fait. Oui. La concertation. Dès cette semaine-là, le gouvernement pourra amender le texte et présenter les résultats de la consultation. Tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez vous attendre à ce que le gouvernement, à un moment, annonce la manière de laquelle ils vont amender le texte en fonction de leurs conclusions. Le ministre Bruno Le Maire le fera sans aucun doute, même si je ne veux pas parler à sa place. Est-ce que vous aviez fait un compte-rendu des auditions que vous avez tenues ?
À ce stade, non. Nous avons tenu des auditions dans un cadre assez classique et pas forcément ouvert. Par contre, on se réserve la possibilité de faire des auditions publiques. Et on en discutera d'ailleurs cet après-midi avec le président de la commission pour voir quel est le cadre de ces auditions. Est-ce qu'on peut les diffuser, par exemple, en ligne? Et dans celle que vous avez eue, sans dévoiler l'entièreté, quelles sont les choses que vous avez découvertes, appris, au-delà de ce que vous saviez déjà sur cette problématique? Bon, je peux. Ou est-ce que ça vous a aidé à cerner aussi le ou les problèmes principaux? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que, en ce qui me concerne, les auditions que j'ai menées de mon côté étaient à la fois l'écoute de victimes ou de personnes qui représentent ou se ressentent comme victimes d'arnaques ou de comportements problématiques sur les réseaux sociaux, mais aussi de régulateurs. Et je considère certaines des réunions que j'ai pu avoir, des réunions de travail que j'ai pu avoir avec Bercy, comme des auditions également, puisque on essayait de comprendre ensemble quelle partie du problème était déjà couverte par la loi existante ou par la réglementation existante et quelle partie était due à l'évolution du monde de l'influence et du monde des réseaux sociaux, était encore dans un vide juridique qui nécessitait peut-être un travail législatif. À partir de là, j'ai confirmé avec en particulier les représentants des victimes la réalité du problème et le fait que des dizaines de milliers de personnes se considèrent victimes et sont victimes objectives de comportements problématiques. Victimes, ça peut être des pertes monétaires, ça peut être aussi des problèmes de santé, parfois aggravés par le recours à certaines pratiques inacceptables et qui n'auraient pas lieu d'être. Donc ça a vraiment confirmé pour moi ce que les lanceurs d'alerte qui m'avaient initialement alerté sur ce sujet m'avaient indiqué. Donc dans ce sens-là, ça a confirmé ma volonté d'avancer sur le sujet et de me saisir du problème. Est-ce que les questions de harcèlement sont déjà couvertes juridiquement? C'est un autre sujet. Après, nous, évidemment, on est ouvert au débat, mais c'est vrai que quand on rencontre des influenceurs, il y en a une partie qui va... Déjà, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas forcément le cadre juridique en vigueur. Donc, il y a aussi une nécessité de faire une loi qui a une vocation pédagogique, c'est-à-dire d'expliquer clairement aux influenceurs ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire. Voilà, ça, c'est un des éléments. Un des autres sujets sur les discussions qu'on peut avoir avec les influenceurs, c'est qu'ils disent en effet qu'est-ce qu'il y a de positif pour moi. Ce qu'on dit, c'est déjà de retisser une relation ou de renouer une relation de confiance avec les consommateurs. Parce que derrière, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que les dérives de l'influence ont pu entraîner une rupture du lien de confiance à cause des pratiques frauduleuses, des arnaques. Et donc, en expliquant que l'influence en soi n'est pas le problème, mais que ce sont les formes et les pratiques de l'influence qui le sont, on essaie aussi de retisser la confiance donc, avec les influenceurs, mais aussi l'enjeu de confiance n'est pas simplement entre les influenceurs et les consommateurs. Il est aussi de montrer que cette confiance, elle peut se faire, que cette connexion entre les consommateurs et les parlementaires, elle existe aussi. Que les parlementaires ne sont pas forcément des êtres déconnectés des enjeux de la société, à la fois du numérique, mais aussi des enjeux très concrets, parce qu'il y a des gens qui ont subi sur leur vie des conséquences des pratiques néfastes de l'influence. Est-ce que votre PPL va changer? Est-ce que notre PPL va changer? Qu'est-ce que notre PPL va changer? C'est ce dont on voulait vous parler. Qu'est-ce que notre loi espère changer? Donc notre proposition de loi espère changer. Parce que la loi peut-être changera autre chose ou des choses en plus, mais ça c'est la discussion et le fruit de la magie parlementaire qui le fera. Sur l'article 1er, qui est donc l'article unique de la loi qui sera examinée la semaine prochaine. Le premier élément, déjà, c'est la définition du statut juridique de l'influenceur. Qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? Aujourd'hui, personne ne sait. Et d'ailleurs, dans les auditions que j'ai pu mener ces derniers jours, cela apparaît comme étant une nécessité. Donc, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif, il est de fixer des limites à l'influence, de fixer un certain nombre d'interdictions. Celles que j'évoque dans ma loi, mais qui ne sont pas limitatives à ce stade, elles peuvent être enrichies, complétées ou amendées, sont des interdictions qui sont relatives notamment aux enjeux de santé publique. Chirurgie esthétique, médicaments, qui ont fait l'objet d'un certain nombre de polémiques, donc de préciser qu'il n'est pas possible de faire de la publicité pour ce type de produit par des influenceurs en raison des dérives que cela a pu engendrer. Une autre régulation sera sur la question des placements financiers. Interdiction des placements très risqués,
Voilà. Donc ceci pourra être encore précisé ou affiné en commission, mais voilà le principe que nous avons souhaité poser. Un certain nombre d'autres recommandations, demandes qu'on fait, c'est de préciser qu'un certain nombre de choses sont interdites aux mineurs, avec une liste de choses. Par exemple, on ne peut pas faire de la publicité aux mineurs sans le mentionner pour les paris sportifs, par exemple, étant entendu qu'on j'envisage de soumettre au débat la possibilité d'interdire totalement la promotion pour les paris sportifs par des influenceurs, ce qu'a fait l'Espagne par ailleurs, et donc on en reparlera peut-être après, mais on s'inspire aussi des exemples étrangers parce que ça a des dérives très fortes et des conduites addictives. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a une dimension santé publique majeure dans cette loi, parce que ça génère le lien de confiance avec les influenceurs, la proximité ou l'illusion de la proximité, génère des dérives affectives et donc des conduites à risque. Voilà, en gros pour les interdictions. Et un autre volet, c'est sur la question de la publicité, de la nature de la publicité, avec les obligations d'indiquer en permanence quand il s'agit d'une publicité. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous pouvez mettre au troisième hashtag ou dans les hashtags que la publicité est sponsorisée, que vous êtes sponsorisé et qu'il s'agit d'une pub. Mais bien souvent, ça échappe à la vigilance du consommateur. Donc il s'agit de renforcer le voyant en rouge que constitue le caractère sponsorisé d'une publication en l'affichant de manière continue. Un autre volet qui est lié à la définition de l'influenceur est la prise en compte des avantages en nature. Aujourd'hui, les avantages en nature ne constituent pas en soi un caractère publicitaire. Ils ne doivent pas être mentionnés comme tels. Dans les bonnes pratiques, il convient de le dire, mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que quand on fait de la pub, en ayant reçu, par exemple, gratuitement des vêtements, etc., il faut le mentionner. Donc à ce stade, la loi mérite d'être précisée, il me semble, mais on va le faire en commission, je pense, parce qu'il faut dire, par exemple, ce produit m'a été envoyé par. Il faudrait que cette mention soit obligatoire. Le dernier volet de cet article premier est la question de la transparence parce que la transparence est gage de confiance, sur la revente de produits. Parce que une des préoccupations des consommateurs, ça a été notamment les sujets dits de dropshipping, c'est-à-dire des reventes de produits par des intermédiaires, le plus souvent à des prix multipliés par 10 par rapport à ceux auxquels ils se trouvaient sur le site initial type AliExpress, des produits parfois défectueux, souvent hors des réglementations et des normes européennes, parfois mal livrés, et le consommateur final ayant souvent une difficulté à se retourner vers l'envoyeur parce qu'il s'agissait de sites temporaires, de sites frauduleux, etc. Et donc dans l'obligation qui serait faite aux influenceurs, ça serait de s'assurer de sourcer la provenance des produits et donc finalement de responsabiliser les influenceurs et au-delà l'ensemble de l'écosystème dans la promotion qu'ils font pour ce type de produit. Voilà globalement le champ qui n'est pas inconséquent de l'article premier. Voilà. Alors sur le reste du texte consolidé, donc, qui complétera l'article premier, alors il y a une partie qui est complémentaire, qui s'attache aussi à la définition du statut de l'influenceur et de sa manière d'agir, en particulier au niveau administratif. On imposera notamment, en tout cas, on proposera une obligation d'existence de contrat écrit entre l'influenceur et l'agence ou l'influenceur et l'annonceur, contrat écrit avec un certain nombre de clauses obligatoires. On imposera aussi, c'est une idée qu'on a eue, qu'on pense qui répond à une certaine préoccupation, le fait que les influenceurs, en particulier s'ils exercent depuis une juridiction étrangère, une géographie étrangère, bénéficient d'une représentation légale en France obligatoire, ce qui permettra là encore de les responsabiliser et en particulier de responsabiliser leur agence dans le cas probable où c'est l'agence qui jouerait le rôle de représentant légal de l'influenceur en France. Les chapitres suivants, je rentrerai dedans avec peut-être un peu moins de détails que sur l'article 1er, puisque je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur le temps un peu plus long qui nous sépare du 27 mars. Mais il y aura des articles qui auront à voir avec la responsabilisation des réseaux sociaux et des plateformes, dans la lignée de ce qui a été décidé et voté à Bruxelles sur le DSA, une responsabilisation quant à la modération, quant à la réaction face aux interpellations des utilisateurs. On demandera aux plateformes, on exigera des plateformes qu'elles mettent à disposition justement des utilisateurs et des consommateurs des outils d'alerte et de notification en cas de problème soupçonné ou avéré sur un contenu ou une publication.
On demandera aux plateformes de proposer des actions claires et des modes d'action clairs avec des calendriers définis suite à ce type d'alerte, en particulier en cas d'alerte répétée et massive. Et on demandera également aux plateformes et aux réseaux sociaux donc de faire un effort d'interaction et d'écoute vis-à-vis des régulateurs et des autorités françaises, par exemple l'autorité des marchés financiers, en ce qui concerne l'évolution de la liste noire des entités interdites de commercialisation de produits financiers ou de placements financiers à risque, mais aussi la DGCCRF et d'autres autorités françaises qui sont légitimes à l'heure de demander aux plateformes de restreindre l'accès de certains aux utilisateurs de ces plateformes. Enfin, le dernier chapitre aura trait à l'éducation. Bien sûr, il faudra d'un côté, et ça passera peut-être plus par le côté réglementaire, que les influenceurs puissent être aussi éduqués, bénéficier d'une éducation, d'une meilleure prise de conscience des implications de leur travail, entre guillemets. Mais ce texte de loi, le texte commun s'attachera à proposer que dans le cadre des outils existants d'éducation au numérique des enfants et adolescents français dans le cadre de l'éducation nationale, eh bien, on incorpore un chapitre sur l'influence en ligne et les pratiques de consommation déterminées par les influenceurs en ligne. Vous le voyez, le spectre est relativement large, mais il y a encore un certain nombre de champs qui ne sont pas traités. Par exemple, la question de la protection intellectuelle des contenus ou ce genre de choses qui font l'objet en ce moment des discussions à Bercy et qui pourraient aussi venir compléter ce texte. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Ouais. Léonard ? Sur le profil des personnes qui vous ont interpellé, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des profils types de personnes qui peuvent être victimes de ces actes? Alors, il n'y a pas de profil type, mais il est vrai qu'on se rend compte quand même que les personnes qui tombent dans les pièges tendus par certains influenceurs sont des personnes qui ne sont pas forcément les mieux préparées à prendre des décisions informées en termes de consommation, soit parce qu'elles sont jeunes, soit parce qu'éventuellement elles n'ont pas bénéficié de toute l'éducation et elles n'ont pas toute la culture financière nécessaire, par exemple, pour savoir identifier un bon conseil d'un mauvais conseil. Donc je pense que c'est parmi les victimes et les représentants de victimes qu'on a écoutés, on retrouve plus particulièrement je pense une émanation des classes populaires, on ne va pas se mentir. Je pense que en particulier c'est une population finalement, parce que les influenceurs fonctionnent comme ça, qui ressemble aux influenceurs qui ressemblent sociologiquement aux influenceurs dont les comportements ont été relevés comme étant les plus problématiques. Et c'est une population, et je pense que le député de la Porte sera d'accord avec moi, qui mérite absolument toute notre attention et tout notre soutien au moment de trouver des solutions vis-à-vis d'un problème sur lequel elles nous alertent régulièrement. Elles ont alerté régulièrement sur les réseaux sociaux et au-delà, et sur lequel certains députés ont choisi de se saisir du problème. J'ai coutume de dire, mais de manière totalement idéologique, mais pas sectaire, il s'agit d'une proposition de loi authentiquement socialiste, parce qu'elle porte un enjeu de régulation d'une jungle. Aujourd'hui, la jungle, c'est celle du monde de l'influence, mais au-delà de ça, une proposition aussi de protection des publics fragiles. Et c'est pour ça aussi que Stéphane Vogetta l'évoquait à l'instant, les études montrent que ceux qui sont les plus touchés par notamment des placements financiers à risque ne sont pas les plus riches. Ce sont ceux qui sont les plus touchés et les plus victimes des pratiques addictives, notamment liées aux paris sportifs, qui vont perdre parfois toute leur fortune et même plus en s'endettant de manière importante. Ce sont aussi des gens qui ont peu. Et donc c'est pour ces gens qui ont peu mais qui sont victimes de beaucoup que nous avons choisi aussi d'agir, parce qu'il y a urgence. Mais au-delà, cette loi elle s'appliquera à tout le monde, à tous les consommateurs, et donc il y a une vertu aussi universelle dans notre ambition. Vous évoquez les paris sportifs, vous ne parlez pas des jeux d'argent? Des jeux d'argent aussi, c'est dans le texte. Et est-ce que vous avez identifié qui pourrait être opposé à cette régulation? Alors, il y en a. Au-delà des influenceurs. Non, mais
ce matin, par exemple, j'avais une audition, Stéphane était aussi représenté, mais retenu sur d'autres obligations, ouverte à l'ensemble des membres de la Commission des affaires économiques. Donc cette audition était avec les représentants des différents acteurs de l'influence des agences. Voilà, des agences de la régulation de la publicité et des collectifs en fait, d'agences qui se sont constitués récemment, parce que vous voyez que le milieu est aussi en train de s'organiser face notamment à notre activité législative, de s'organiser pour faire de la représentation d'intérêts. Donc avec ces représentants d'intérêts économiques, j'ai eu une discussion franche, mais ils estiment que le cadre de l'autorégulation est suffisant et que le cadre législatif n'est pas nécessaire. Ce n'est pas notre point de vue. C'est une divergence qui, pour moi, est la plus fondamentale, même si on peut s'accorder sur certains points, éventuellement entendre que certaines des propositions de la loi sont difficilement applicables ou pourraient évoluer, mais la question de la nécessité de légiférer est pour nous réelle. Déjà, d'un point de vue politique, le Parlement doit répondre à une demande des citoyens qui est massive. Du point de vue de la pédagogie, à la fois pour les influenceurs et pour les consommateurs, et aussi du point de vue de la nécessité juridique, parce qu'il faut faire loi pour pouvoir savoir ce que sont les influenceurs et ce à quoi ils doivent répondre. Et pour compléter ta réponse, simplement spécifier que j'avais de mon côté également auditionné certaines des plateformes, en tout cas leurs représentants en France. À l'évidence, les plateformes ne voient pas d'un bon œil, et c'est naturel et compréhensible, le fait qu'on veuille leur imposer plus de règles, plus de législation, plus de régulation, plus de limites. À partir de là, il y a quand même un cadre juridique qui a été défini au niveau européen. Ce cadre juridique, la DSA, le Digital Services Act, va être reflété dans le droit français. C'est un processus qui est en cours de préparation. C'est pour ça aussi qu'on aura l'occasion, en travaillant également à la main dans la main avec Bercy, de s'assurer que notre texte et les dispositions que nous souhaitons voir reflétées par notre texte n'aillent pas à l'encontre d'autres procédures et d'autres processus législatifs. En particulier l'adaptation du DSA à la loi française. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que notre texte soit totalement impeccable du point de vue juridique et applicable dès son vote par l'Assemblée nationale, le cas échéant. Les obligations faites aux plateformes dans notre texte sont des obligations légales, c'est pas juste une incitation à mettre plus d'informations, serait contraint par la loi à, par exemple... Il y aurait des obligations légales, effectivement, qui ne sont pas très éloignées, en tout cas qui ressemblent dans une grande mesure à celles qu'impose le DSA, mais qui les obligerait à une certaine dose de modération et d'action en cas de conduite problématique avérée. Y compris d'action rapide, parce que par exemple, on parle des dangers sanitaires. Alors la question des délais, justement, c'est quelque chose sur lequel on va encore travailler et on bénéficiera sans aucun doute de l'apport technique des services de Bercy. Et des services du ministère de la Santé que nous avons prévu d'auditionner aussi. Et des autorités compétentes aussi sur le médicament. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, une question. Est-ce que vous considérez que le rappeur Booba était un lanceur d'alerte sur cette question de la régulation des influenceurs ? Vous l'avez auditionné. Et allez-vous l'auditionner ? Alors, la première partie. Si, effectivement, moi je l'ai reconnu publiquement, si notamment certains lanceurs d'alerte, et notamment cette personne, le rappeur Booba, ne m'avait pas interpellé directement sur Twitter, je ne me serais sans doute pas saisi du sujet. Donc, moi je remercie les lanceurs d'alerte dans l'ensemble pour leur rôle dans ce sujet. Et je veux confirmer une chose à tous les Français, c'est que les parlementaires, peu importe leur camp politique, leur groupe parlementaire, leur parti, leur couleur, ils sont à l'écoute, ils doivent être à l'écoute, et on est à l'écoute, et en particulier les lanceurs d'alerte sont aussi là pour ça. À partir de là, ce qu'il faut faire, c'est écouter, prendre en compte les alertes qui sont lancées, étudier le sujet, et ensuite le faire en indépendance de la personne qui a lancé ou pas l'alerte. Moi, je l'ai remercié publiquement. Maintenant, cette personne est, pour moi, hors du cadre de la loi et ne va pas forcément faire partie du débat qu'on va mener à partir de maintenant. Ce qui est sûr, c'est que il y a deux choses différentes dans cette affaire. Vous évoquez Booba parce qu'il incarne le combat. Il y a ce que Booba dénonce et ça n'enlève rien à ce qui a pu être fait par ailleurs ou non contrôlé ou contrôlé. Ça, c'est pas à nous de dire sur des pratiques de harcèlement ou autre.
ce n'est pas le sujet de notre loi. L'enjeu, il est véritablement celui de la protection des consommateurs et d'un point de vue extrêmement factuel, par sa capacité de résonance, d'influence, Bouba a mis en avant et en visibilité cette question en contribuant avec d'autres à ce qu'elle soit à l'agenda politique aujourd'hui. Mais, et là, c'est un influenceur. Et nous, alors pour préciser notre rôle, nous sommes là pour faire la loi, mais pas pour faire la justice. Là, c'est important. Et d'ailleurs, c'est aussi une demande maintenant, dire aux influenceurs, aux lanceurs d'alerte, que nous avons bien reçu le message, que nous travaillons, que l'Assemblée s'est saisie, que le gouvernement s'est saisi du sujet. Et maintenant, on demande à pouvoir effectivement travailler dans la sérénité, sur un calendrier qui va être assez court quand même, mais qui va être intense. Et on va travailler dans la sérénité. Et moi, je demande personnellement à tout le monde d'attendre aussi patiemment que possible les résultats de ce processus législatif. Et avec la promesse et la garantie de notre part qu'on va y mettre toute notre énergie, notre bonne foi et notre volonté de résoudre les problèmes qui nous ont été notifiés. Les auditions publiques pourraient commencer. Alors, les auditions communes commenceront quand nous serons désignés comme rapporteurs. Voilà. Après, on a justement un échange cet après-midi avec le président de la Commission des affaires économiques pour évoquer ce calendrier. Voilà. C'est bon pour vous? Juste un point sur l'aspect placement financier, par exemple, les bitcoins, c'est concerné. Ça fait partie des sujets avec lesquels nous sommes en discussion, notamment avec l'AMF. Donc, on est en train de voir la manière dont on formalise le dispositif, mais c'est pas impossible. Ça rentre à l'évidence dans la définition de la placement financier à risque, oui. Voilà. Non, mais il faut qu'on arrive à trouver la bonne rédaction juridique. On en a une là, mais tout. Voilà. Encore une fois, c'est un canevas, une base, un point de départ. Derrière, les discussions communes permettront d'avancer sur ce sujet, comme sur tous les autres. Merci à vous. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet d'intérêt majeur.